La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. Hippocrate. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série qui va être un vlog sur lequel je vais revenir sur une vidéo d'un autre vidéaste qui s'appelle Mouton Lucide. Alors Mouton Lucide, c'est un vidéaste qui fait des vidéos sur plein de sujets différents. Il qualifie sa chaîne comme une chaîne de philosophie d'un mouton émancipé. Alors moi je vais revenir en particulier sur une vidéo qui s'appelle Un monde sans symptômes, et pourquoi je vais revenir dessus? Parce que il y parle justement du monde médical et certaines allégations qui y sont faites, en dehors de certaines idées qui sont loin d'être bêtes, sont des allégations qui sont au minimum naïves envers le monde médical, voire parfois discourtoises, faisant passer les médecins au minimum pour des ignorants, voire carrément pour des cons. Donc ne voyez pas la vidéo d'aujourd'hui comme un débunkage, parce que certaines idées qui sont émises dans la vidéo sont loin d'être bêtes. Voyez ça plutôt comme un droit de réponse. Donc mon cher Mouton Lucide, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez au moins m'accorder ce droit de réponse. Attendez de voir la vidéo avant de vouloir la signaler directement et de la faire supprimer. De toute manière, je la remettrai en ligne quoi qu'il arrive. Et comme j'ai pas envie qu'on m'accuse de choisir exactement les morceaux qui m'intéressent en les sortant de leur contexte pour faire dire ce que je veux à la vidéo, on va faire une review de toute la vidéo. Comme ça, pas de jaloux. Sur ce, commençons. J'ai réalisé qu'autour de moi, un tas de personnes vont systématiquement prendre un médicament dès l'apparition d'un symptôme. Pourtant, un symptôme est le signal d'alerte d'une maladie. Jusque-là, on est d'accord sur la définition. Le symptôme est la manifestation d'une maladie. C'est un mécanisme que notre corps utilise pour rétablir l'équilibre. Ça peut être une douleur, un bouton, une fièvre, une inflammation ou une diarrhée. Et c'est là que j'ai un problème, parce que les symptômes ne sont pas forcément le signe que l'organisme veut revenir à un état d'équilibre ou est en train de revenir à un état d'équilibre. Des fois, c'est complètement l'inverse d'ailleurs. On va reprendre les exemples que vous donnez. La douleur. La douleur est un message d'alerte. Ok, ça pas de problème. Attention, il y a une attaque à l'intégrité de l'organisme. Mais en quoi la douleur participe au retour à l'équilibre? Je veux dire, quelqu'un qui a une fracture, c'est pas parce qu'il a mal qu'il va mieux cicatriser. Et c'est pas parce qu'il a pas mal qu'il va moins bien cicatriser ou qu'il va mieux cicatriser. Je veux dire, la douleur n'est qu'un message d'alerte. Elle ne représente rien dans le processus de guérison de cette fracture, par exemple. Pareil pour la fièvre. La fièvre, c'est une augmentation de la température de l'organisme. Alors des fois, c'est l'organisme qui augmente sa température pour se mettre dans un état qui favorise la réaction immunitaire. Mais des fois, c'est une infection, par exemple, qui produit des molécules qui augmentent la température. Donc c'est une conséquence de l'infection et non pas une conséquence de la lutte de l'organisme. Parfois, c'est même le centre de régulation de la température qui déconne parce que, par exemple, il y a un traumatisme crânien. Donc non, les symptômes ne sont pas forcément le signe d'un retour à l'équilibre. C'est juste la manifestation de la maladie. Et c'est en prenant un symptôme, plus un autre symptôme, plus un autre symptôme, qu'on va vers une orientation diagnostique. Et ça, on va y revenir. Ces signaux sont la manifestation que notre corps est en train de combattre une maladie en tentant de se débarrasser des mauvaises cellules. Quand une zone de notre corps est en train de se réparer, notre organisme y envoie plein de cellules réparatrices. Alors forcément, ça chauffe à cet endroit-là. Et là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Effectivement, quand l'organisme a besoin de gérer un problème, il va envoyer des cellules, alors que ce soit de l'immunité, des cellules de réparation, des cellules spécifiques d'organes. Voilà, elle va envoyer des cellules pour régler le problème. Et effectivement, ça va chauffer, comme vous dites, parce que ça va créer de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est une des premières étapes de pas mal de choses. Elle n'est pas indispensable, mais elle améliore la situation locale pour régler les problèmes. Mais la réaction inflammatoire, elle n'est pas toujours efficace, elle n'est pas toujours utile. On va prendre l'exemple tout con, la migraine. La migraine, c'est une inflammation locale, c'est une inflammation sans lésion. C'est juste une suractivation d'une boucle réflexe qui fait que là, il y a un problème inflammatoire qui se crée. Ça ne sert pas à revenir à un état antérieur, au contraire, c'est le dérèglement de ce système qui crée l'inflammation, qui crée la douleur. C'est parfaitement inutile. Il puise alors de l'énergie dans notre système nerveux et immunitaire pour revenir à un état de santé idéal. Bon, là, je suis vraiment désolé, mais je peux pas passer à côté. Moi, je veux bien, mais quelle énergie? Sous quelle forme? La seule forme d'énergie utilisée par les cellules qu'on connaît, enfin la plus fréquente, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est produit à partir du glucose et à partir des lipides, à l'intérieur même des cellules, dans les mitochondries. Quelle forme d'énergie? Moi, je veux bien, mais il faut montrer cette forme d'énergie. Et puis surtout, comment ça marche? Parce que c'est beau de dire, on puise de l'énergie dans le système nerveux, dans le système immunitaire, mais le système immunitaire, on voit globalement ce que c'est assez diffus, il y a des organes lymphoïdes primaires, secondaires, des cellules circulantes. Le système nerveux, c'est un système de communication, on voit très bien le câblage, on voit le réseau, mais comment ça fonctionne? C'est quoi le principe? Quelles sont les molécules qui interagissent? Quelles sont les formes de communication utilisées? Enfin, moi je veux bien, mais il va falloir le montrer tout ça, parce que c'est vague. Et puis définir état de santé idéal. C'est quoi un état de santé idéal? Quelqu'un qui vient de se faire amputer du pied, c'est quoi son état de santé idéal? C'est quand le pied a repoussé? Ou c'est quand il est stable au niveau de sa blessure? Quelqu'un qui a la mucoviscidose, c'est quoi son état de santé idéal? C'est quand il est malade? Ou quand il est comme la norme, on va dire? Parce que voilà, normalité c'est un peu difficile, mais disons la norme. Pareil, un trisomique 21, c'est quoi son état de santé idéal?
La nature est bien faite, notre corps a tout le potentiel pour s'auto-soigner, pour peu qu'il ne soit pas épuisé. Est-ce que la nature est bien faite? Ça reste encore à prouver. Je veux dire, les personnes qui sont atteintes de maladies génétiques ne seraient pas forcément d'accord avec vous. Et puis moi j'aimerais bien être comme les rats par exemple, être capable de synthétiser la vitamine C, je trouverais ça plus cool, ou de digérer la cellulose. Je pourrais manger de l'herbe et je serais capable de m'alimenter correctement. Voilà, dire, la nature est bien faite, ça dépend du point de vue quoi. Et puis tout le potentiel, non, enfin jusqu'à preuve du contraire, les pieds amputés ils repoussent pas quoi. Donc il n'y a pas tout le potentiel, il peut faire des choses mais il ne peut pas tout faire. Je veux dire, les gens qui ont une maladie génétique, ils ne peuvent pas guérir de leur maladie génétique, enfin ça s'est jamais vu encore. Et puis cette notion de il peut tout faire sauf s'il est épuisé, ça pose un problème parce que c'est irréfutable. Dans tous les cas ça marche. C'est-à-dire s'il guérit, c'est parce qu'il n'est pas épuisé, et s'il guérit pas, c'est parce qu'il est épuisé. Peu importe la raison, mais c'est parce qu'il est épuisé. C'est irréfutable. Dans tous les cas, ça marche. Dans tous les cas, c'est vrai. Et un truc irréfutable, ça pose des problèmes. Mais ça aussi, on va y revenir. Mais voilà, notre système traditionnel de soins tend à chercher à supprimer le symptôme. Il y a tout un tas de médicaments élaborés pour ça. Car il y a une demande, et ça rapporte d'énormes profits à l'industrie pharmaceutique, médicale et alimentaire. On va éliminer la partie profit, industrie, tout ça, parce que c'est pas du tout ce qui nous intéresse là. Ce qui nous intéresse, c'est le soin. En quoi lutter contre le symptôme, c'est mal? Je veux dire, même si le symptôme est la manifestation du mécanisme que l'organisme est en train de revenir à l'état initial, en quoi lutter contre les manifestations de ce mécanisme altérerait le mécanisme? Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. On pourrait très bien imaginer un traitement qui n'altère pas le mécanisme, juste la manifestation de ce mécanisme. Il y a une demande, bien sûr qu'il y a une demande. Je veux dire, une femme enceinte qui accouche, en quoi elle a besoin d'avoir mal? C'est-à-dire, si elle a mal, elle va mieux accoucher, elle va accoucher plus vite, ça va mieux se passer, le bébé va être en meilleur état à la fin. Non, c'est pas le cas. Et rien n'est fait pour nous aider à comprendre les causes de la maladie et y remédier. Ben oui, bien sûr, on n'explique rien. C'est pour ça qu'on ne fait pas de campagne pour éviter que les gens mangent trop gras, trop salé, trop sucré, pour lutter contre le tabagisme ou contre l'alcoolisme, pour lutter contre la surconsommation d'antibiotiques. C'est pas pour ça que, je sais pas, moi, on fait de l'éducation sexuelle à l'école et d'éducation à la contraception. C'est pour ça que, je sais pas, moi, on fait pas de campagne de dépistage, qu'il n'y a pas d'association de malades qui expliquent les différentes maladies, qu'on trouve pas sur les sites internet des CHU ou partout sur internet des plaquettes expliquant différents types de maladies, qu'on trouve pas Orphanet avec l'explication des maladies orphelines. Voilà, on ne fait pas d'explication, quoi. Est-ce que les médecins ont suffisamment de temps pour faire de la pédagogie? Très probablement pas. Est-ce qu'il faudra en faire plus? Très probablement. Est-ce qu'on n'en fait pas? Certainement pas. On en fait tout le temps. On mange et on boit de la merde, bourré d'additifs toxiques. Est-ce qu'on mange et on boit de la merde? Oui, il y a de la bouffe de merde, je suis tout à fait d'accord. Il y a sûrement des choses à faire au niveau de l'alimentation. Pour ce qui est des additifs, je ne suis pas un fervent défenseur de l'industrie agroalimentaire, loin de là. Au niveau diététique, c'est très probablement tout pourri à plein de niveaux. Pour ce qui est des additifs, je veux dire, dans les additifs, on trouve par exemple le chlorure de sodium et l'acide citrique. Je veux dire, ils ne sont pas toxiques. C'est du jus de citron et du sel. Mais est-ce qu'il y en a des toxiques? Peut-être. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Notre corps essaye de se débarrasser des maladies que ça peut causer, mais on lui ferme sa gueule, en lui enfilant un antidouleur, un antispasmodique, un anti-inflammatoire, un antidiarrhéique, ou on essaye de faire baisser la fièvre. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. On veut faire fermer sa gueule aux symptômes, et donc comme ça, on empêche l'organisme de se réparer correctement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les exemples un par un pour voir. Je veux dire, les antidouleurs, on en a déjà parlé. Je veux dire, quel est l'intérêt d'un patient d'avoir mal? Il va guérir mieux s'il a mal. Pareil pour les antispasmodiques. Une femme ou une jeune femme qui a ses règles, quel est l'intérêt de ne pas la soulager de ses spasmes? Je veux dire, c'est déjà suffisamment contraignant comme ça. Quel est l'intérêt de l'obliger à avoir ses spasmes et qu'elle soit encore plus mal? Je veux dire, c'est quoi le but? C'est quoi l'idée derrière? Le cas des anti-inflammatoires, il est un petit peu particulier, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Les anti-inflammatoires, des fois c'est bien, et des fois c'est complètement tout pourri. Je veux dire, il faut savoir les utiliser, les anti-inflammatoires. Dans une crise de goutte, les anti-inflammatoires c'est utile. Je veux dire, la goutte, tout ce que ça risque de faire, l'inflammation, c'est de détruire l'articulation. Donc autant lutter contre. Par contre, dans une infection bactérienne, filer des anti-inflammatoires, c'est un risque de voir flamber l'infection bactérienne. Ça n'a donc aucun intérêt. Les anti-inflammatoires, c'est un cas très particulier. Et les deux derniers, c'est-à-dire les antidiarrhéiques et le fait de faire baisser la fièvre, si j'étais taquin, je dirais que c'est un petit peu symptomatique d'une certaine naïveté de la connaissance médicale. Naïveté dans le sens, il manque des informations. Alors, pour la diarrhée, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, j'ai la courante une soirée parce que j'ai bouffé un grec pourri, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Mais quelqu'un qui a le choléra et qui chie 12 litres de flotte par jour, lui, il peut en mourir. Et puis, quand on fait 80 kg, qu'on perd 200 ml de flotte, c'est pas très grave. Mais quand on fait 4 kg comme un gamin, c'est 5% de son poids, 200 ml de flotte. C'est une déshydratation majeure.
Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la diarrhée, c'est 500 000 morts par an dans le monde chez les enfants de moins de 5 ans. C'est la deuxième cause de mortalité infantile. En France, c'est 50 à 100 décès par an, c'est 50 000 hospitalisations. C'est pas anodin la diarrhée. Quand on a la diarrhée, on perd de la flotte, mais on perd aussi des ions, ça risque de faire des hypernatrémies, ça risque de faire des somnolences, des comas. Les gamins, par exemple, ils peuvent vomir, et comme ils sont somnolents, ils peuvent se vomir dans les poumons, ils peuvent en mourir, ils peuvent faire des crises d'épilepsie. La diarrhée, ça tue tous les ans, ça tue même tous les jours. La fièvre, c'est pareil. Je veux dire, moi j'ai 39-40 de fièvre. Déjà, je trouve ça pénible. Mais un enfant, il va pas vivre la chose pareil. Je veux dire, un enfant, en proportion, il va transpirer plus, il va plus se déshydrater. Et qui dit déshydratation, dit comme pour la diarrhée. Troubles ioniques, somnolence, coma, décès. Et l'hyperthermie peut créer ce qu'on appelle des crises convulsives hyperthermiques. Ça arrive. C'est assez classique chez les enfants, je veux dire, voilà, ils ont de la fièvre, boum, ils font de l'épilepsie. Et derrière, ça peut leur cramer le cerveau, ils peuvent faire des états de mal épileptiques, ils peuvent devenir complètement neuneux derrière. Voilà, dire que la fièvre, c'est pas grave, c'est au minimum naïf comme position. Ce qui stoppe le processus de réparation et épuise notre système nerveux. Alors on tente de se redonner un coup de fouet avec tout un tas de produits dopants, comme le café, le pétard, l'antidépresseur ou je ne sais quel autre médoc, parce qu'il faut rien laisser paraître dans ce bas monde. Je ne vais pas du tout revenir sur le pétard produit dopant, c'est pas l'intérêt. Par contre, je vais m'arrêter 2 secondes sur les antidépresseurs. Les gens qui prennent les antidépresseurs parce qu'ils ont une dépression, c'est qu'ils sont malades, c'est pas pour ne rien laisser paraître. Ils ont un problème dans la chimie de leur cerveau. Les antidépresseurs les aident à réguler cette chimie pour qu'elle revienne à un état normal. C'est pas pour faire joli. Ils sont malades, ces gens-là. C'est pas très Charlie de nier leurs symptômes et leurs maladies. Il faut pas montrer qu'on est malade ou fatigué, non. Et puis si en plus on peut mettre un peu d'anticerne et se tartiner la gueule de tout un tas de crèmes et de maquillage qui vont cacher notre sale gueule, on va pas se priver. Les déchets qui veulent sortir par notre corps, c'est moche. On a la chiasse, le nez qui coule, on a des boutons, on tousse, ça fait du bruit, ça pue. Non, il faut se montrer au top. Jamais malade. J'ai mal au crâne. Je veux pas le savoir, fais-moi un cacheton. Balek. Et bien là, je suis assez d'accord. On a une société qui est assez basée sur le paraître plutôt que sur l'être, c'est-à-dire sur la forme plutôt que sur le fond, et ça pose des problèmes. Mais ça n'a rien à voir avec la médecine. Et pour ce qui est de la cosmétique, ce serait oublier qu'on fait de la cosmétique depuis de l'Égypte ancienne, voire même probablement avant. Je veux dire, on en a toujours fait. Et pour ce qui est des maux de tête, je sais pas moi, les gens migraineux, ils ont mal à la tête, ils ont la gerbe, ils supportent pas la lumière. Voilà. Quel est l'intérêt de continuer à avoir mal? Alors, il y a plein de techniques pour faire passer la migraine, chacun a la sienne. Moi par exemple, je suis migraineux, je fais une petite sieste de 20 minutes et ça passe. Mais quand je peux pas faire une sieste de 20 minutes, je sais pas moi, je suis en pleine consultation ou alors je suis au bloc opératoire, je fais comment? Je prends un truc parce que je prends un anti-inflammatoire parce que ça marche bien. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Au fur et à mesure de la vie, c'est de plus en plus chronique, de plus en plus profond, car notre système nerveux s'épuise et se déséquilibre, au point où le corps finit par manquer d'énergie nerveuse pour déclencher correctement les symptômes de la prochaine maladie. Mais si en plus il est stimulé par des produits extérieurs, la caféine d'un coca ou d'un café, la nicotine d'une clope, alcool ou médicaments, alors notre corps se dit que tout va bien, et le nombre de cellules malades continue à augmenter tranquillement, sans pouvoir être évacué. Les gens se croient en pleine santé, et d'un coup, paf, ils développent un truc grave comme une tumeur. Donc là, il y a plein de choses. Déjà, l'énergie nerveuse, je ne vais pas revenir dessus. C'est quoi cette énergie nerveuse? Elle est où? Comment ça fonctionne? Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on a un problème de modèle. Parce que là, on a 2 modèles qui s'opposent. D'un côté, il y a votre modèle qui dit que voilà, les symptômes sont la manifestation que l'organisme est en train de se réparer. Quand un organisme est épuisé, il a moins de symptômes parce qu'il se répare moins. Organisme épuisé égale moins de symptômes. De l'autre côté, il y a, disons, le modèle standard. Dans ce modèle standard, un organisme qui est épuisé, il fait plus de symptômes parce que le symptôme est le signe de la manifestation d'une maladie. Quand il y a des maladies, il y a des symptômes. Et c'est la disparition de ces symptômes qui sont plutôt la manifestation que l'organisme va mieux. Donc là, on a 2 systèmes qui s'opposent. D'un côté, l'organisme est épuisé, il fait moins de symptômes, parce qu'il se répare moins. De l'autre côté, l'organisme est épuisé, il fait plus de symptômes parce qu'il y a plus de maladies. Il y a forcément un des 2 modèles qui est plus vrai que l'autre. Je ne dis pas que c'est le mien, enfin le modèle standard, j'ai envie de dire, mais il y en a forcément un des 2 qui est plus vrai que l'autre. Sauf que le modèle standard, c'est la synthèse des 3000 dernières années. Ça commence en Égypte ancienne. Donc, pour contrecarrer ça, va falloir être hyper solide sur ses appuis, quoi. Va falloir arriver avec des choses assez costauds pour le faire tomber. Et puis la dernière chose, je vais être tatillon, je vais faire mon relou au niveau vocabulaire, mais tumeur en médecine, ça veut rien dire, ou tout dire. Tumeur en médecine, ça veut dire masse. Je veux dire, un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. Un cancer du poumon, c'est une tumeur maligne, mais voilà, un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. Je veux dire, un lipome, c'est une tumeur bénigne. Si on pousse le vice à l'extrême, une grossesse, tant qu'on ne sait pas que c'est une grossesse, c'est une tumeur. Voilà, tumeur, ça veut rien dire.
C'est un peu comme ces bandes blanches rugueuses qui font vibrer notre voiture si on s'écarte trop de notre voie sur l'autoroute. Elles sont là pour nous prévenir qu'on part en couille, comme un symptôme. Pour nous prévenir que si on continue dans cette direction, on va droit dans le mur. Si vous n'y tenez pas compte et cherchez à atténuer ces vibrations, c'est ce qui arrivera. Ou le mauvais comportement d'un enfant, c'est aussi un symptôme de quelque chose de plus profond. Et là, je suis vachement emmerdé parce que la comparaison, elle est hyper pertinente. La comparaison avec les bandes rugueuses, elle est hyper pertinente, à tel point que j'ai envie de la réutiliser. C'est ce que j'appelle le signe de la casquette. C'est quelqu'un qui est en train de charger sa machine à vapeur, il va la pousser trop loin, et pour pas voir le manomètre qui monte dans les tours et qui lui dit c'est pas bien, il met sa casquette dessus pour pas le voir. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Alors évidemment, s'il y a une manifestation, un symptôme qui dure dans le temps, faut pas le négliger, il faut aller consulter. Je veux dire, tous les jours, on a des gens qui ont laissé évoluer des symptômes et qui viennent pas consulter. Je veux dire, si, il faut écouter, je suis tout à fait d'accord, il faut s'écouter un petit peu. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas traiter les symptômes. Alors, si on considère que les symptômes, c'est la manifestation que l'organisme lutte, effectivement, c'est qu'on lutte contre le symptôme. Mais si c'est pas ça, c'est juste la manifestation de la maladie, une fois qu'on commence à investiguer sur le bazar, pas besoin de ne pas lutter contre le symptôme. Aujourd'hui, on prend un symptôme pour une maladie. Nos médecins sont des spécialistes du symptôme. Alors on, c'est un pronom un petit peu malhonnête. On, c'est qui? On, c'est les gens, on, c'est tout le monde, on, c'est les médecins, c'est les gens qui pensent que les médecins pensent comme ça, c'est qui on? Parce qu'en médecine, personne ne vous dira qu'un symptôme égale une maladie. Non, c'est pas le cas. Alors il y a des symptômes qui sont ce qu'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire qui signent une maladie en particulier. Je sais pas moi, ça par exemple, c'est un purpura fulminans, ça signe la méningite à méningocoque. Ou ça, c'est un érythème migrans, ça signe la première phase de la maladie de Lyme. Mais voilà, ils ne sont pas nombreux ces signes. Dans la grande majorité du temps, les signes sont une orientation diagnostique. Les symptômes, on va en chercher un, puis un deuxième, on va chercher à en éliminer un autre, on vérifie qu'il n'est pas présent, ça va nous orienter vers quelque chose. Et c'est l'ensemble de cette présence ou cette absence qui va nous orienter vers le diagnostic. Et ça porte un nom en médecine, c'est ce qu'on appelle la sémiologie, l'étude des signes. Et cette sémiologie, on l'apprend dès la 2e année de médecine. C'est quelque chose de hyper important. Et de la 2e année de médecine jusqu'à la fin de sa vie, on va apprendre à rechercher les signes médicaux, à affiner son orientation diagnostique. C'est comme ça que ça marche l'étude des symptômes. Donc oui, on est des spécialistes des symptômes. Heureusement qu'on est des spécialistes des symptômes, mais pas au sens où vous l'entendez. On est des spécialistes de la lecture des symptômes et on est les héritiers des 3000 dernières années d'expérience médicale et du corpus de connaissances des symptômes qui sont passés de génération en génération. Les mecs d'avant nous, ils n'avaient pas de radiologie, ils n'avaient pas d'examen biologique, ils avaient que leurs yeux, leurs oreilles et leurs mains pour examiner les malades. Et donc ils sont devenus extrêmement forts pour repérer des symptômes. Et ils nous ont transmis ces connaissances. Et nous, on l'utilise tous les jours. On a développé de nouvelles techniques avec des nouveaux signes, comme dans la radiologie par exemple. Mais on est des spécialistes du symptôme au sens global. Sauf qu'en plus, maintenant, on a de quoi les traiter. Et cette connaissance de la sémiologie, cette étude des signes, elle nous permet de parfois lire les malades avant même qu'ils rentrent dans la salle de consultation. Le simple fait de le voir marcher dans le couloir peut nous permettre de faire un diagnostic, ou au moins de nous orienter. Le simple fait de l'entendre nous dire bonjour peut nous permettre de nous orienter vers quelque chose. C'est ça, l'étude des signes. C'est ça, être un spécialiste des symptômes. Mais c'est une idéologie. Si on supprime les symptômes, on ne permet pas au corps d'aller mieux. Il nous faut changer de modèle pour ne pas rater la cible et pouvoir guérir au quotidien et s'affranchir de cette ignorance étouffante. Non, c'est pas une idéologie, c'est une connaissance, une science, un art. C'est un peu tout ça en même temps. C'est un art au sens hippocratique du terme, c'est-à-dire un corpus de connaissances qui nous permettent de faire quelque chose dans les bonnes règles, dans les règles de l'art. Et changer de modèle par rapport à quoi? Vous voulez réinventer les symptômes? Je veux dire, les symptômes, ça fait 3000 ans qu'on les étudie au minimum. Je veux dire, on est les héritiers de ces symptômes-là et de cette histoire de la médecine. À votre avis, l'ignorance, si elle existe là, elle vient de quel côté? La bonne nouvelle est que notre capital nerveux peut se remplir. Il faut simplement se nourrir convenablement et éviter tant que possible les excitants et tous ces médicaments anti-inflammatoires et antalgiques à base de paracétamol ou je ne sais quelle autre molécule. Bon, pour ce qui est du capital nerveux, je vais être obligé de revenir là-dessus. Par contre, pour le reste, je vous rejoins complètement. Oui, effectivement, on consomme trop de médicaments. Et oui, il faut apprendre à faire attention avec l'automédication. Je veux dire, l'automédication, c'est pas anodin. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je veux dire, ça peut poser des vrais problèmes. Mais c'est pas pour rien que le personnel médical se fait chier 10 ans sur les bancs de la flaque. C'est parce qu'on prescrit pas des cachous. Je veux dire, c'est pas pour rien que les médicaments sont soumis à prescription. C'est pas anodin comme truc. Et pour le paracétamol, je vous vois venir à des kilomètres. En plus, plusieurs études ont démontré qu'en plus d'empêcher la douleur, le paracétamol empêcherait aussi nos émotions. C'est pas si anodin. Donc, le paracétamol et les émotions. Il y a effectivement 3 études, je crois, qui montreraient que le paracétamol aura un effet modulateur sur certaines émotions. Pas toutes, certaines, principalement celles qui ont un lien avec l'empathie. Mais déjà,
Je veux dire, c'est un effet secondaire. Je veux dire, je vous trouverai des médicaments, moi, qui font exactement l'inverse, qui mettent les gens à fleur de peau. Je sais pas, moi, j'ai eu un accident d'exposition au sang, j'ai dû prendre une trithérapie. Dedans, il y avait de l'efavirenz. Bon, l'efavirenz, ça met les gens à fleur de peau. Je veux dire, voilà, j'avais des attaques de panique, des crises d'angoisse, des crises de larmes. Voilà, j'étais à fleur de peau. Une fois que j'ai arrêté le médicament, j'avais plus ce problème-là. Je ne suis pas devenu hypersensible pour autant. C'est un effet secondaire. Évidemment que les médicaments ont des effets secondaires. Si on ne voulait pas d'effets secondaires, on prescrirait du sucre. Je dis pas que ces médicaments sont inutiles, c'est évidemment pratique dans des cas particuliers. Bah tiens, c'est pratique ça. C'est pas bien, sauf dans les cas particuliers. Donc en fait, on en revient à l'histoire d'irréfutabilité de tout à l'heure. C'est-à-dire que la situation est toujours vraie. Non, il faut pas. Non, mais peut-être que là, il faut, parce que c'est un cas particulier. Mais il faut éviter que ça devienne automatique. On consomme trop de médicaments. C'est marrant, ça me rappelle un slogan, genre les antibiotiques, c'est pas automatique. Si notre corps est bien nourri et bien reposé, il est en pleine santé et saura se soigner dans la majorité des cas. Donc là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'irréfutabilité. Le modèle, il est toujours vrai. C'est-à-dire que si la personne guérit, c'est parce qu'elle a bien mangé et qu'elle s'est bien reposée. Mais si elle ne guérit pas, c'est pas parce que le modèle est pas bon et qu'on s'est gouré à un moment. C'est parce que la personne, elle n'a pas bien mangé et qu'elle n'a pas bien dormi. Elle n'est pas bien reposée. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours vrai. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les dogmes, vous savez, dans les religions. Genre, si vous êtes bon dans votre vie, vous arriverez à des trucs bien ou après. Et dire ouais mais moi je suis bon et il m'arrive que des saloperies. Bah ouais mais c'est parce que t'es pas suffisamment bon, tu le veux pas suffisamment, tu fais pas suffisamment bien les choses. Voilà, c'est irréfutable, c'est toujours vrai. Mais ne forcez pas un enfant à manger s'il n'a pas faim. Laissez-le jeûner en paix. S'il n'a pas faim, c'est que tout se déroule correctement. Son corps puise de l'énergie pour guérir quelque chose et n'a pas envie de partager cette énergie pour entamer une digestion. Ne pas avoir faim en médecine, c'est ce qu'on appelle l'anorexie. L'anorexie, il y a plein de causes. L'anorexie, le stress, les infections, les inflammations, ça produit des molécules qui coupent la faim. Ça ne veut pas forcément dire que ça va bien. Je veux dire, les gens qui ont de l'anorexie mentale, par exemple, ils n'ont pas faim, ils vont jeûner, mais c'est pas parce qu'ils vont bien, c'est pas parce qu'ils luttent contre un problème, c'est parce qu'ils ont un problème. Et pour ce qui est de la dépense énergétique de la digestion, j'en ai parlé dans mes épisodes sur les régimes, ça représente au maximum, en fonction du type d'aliment ingéré, 10% de la dépense énergétique totale de l'organisme. C'est-à-dire que pour des fibres et des protéines, ça demande un petit peu plus d'énergie. Mais pour du sucre ou du gras, ça ne demande rien. Je veux dire, c'est super facile à digérer le sucre et le gras. Donc non. Si t'as des douleurs, de la fièvre, des inflammations ou des boutons, laisse-les tranquilles et cherche plutôt à savoir pourquoi t'as ça. Il faut être à l'écoute de ses actes et de son corps. Bon jusque-là on est d'accord. Hein. Bien sûr qu'il faut chercher la cause et qu'il faut écouter son corps. À votre avis, des campagnes comme Octobre Rose où on incite les femmes à faire de l'autopalpation mammaire ou de la palpation des creux axillaires, c'est pourquoi? C'est pour que les gens ils s'écoutent, c'est pour ça qu'on fait de l'éducation, des campagnes de prévention. Voilà, c'est le principe. Bien sûr qu'il faut être à l'écoute. Personne ne dira le contraire. Si tu vas voir ton médecin, il va te prescrire des trucs pour virer les symptômes. Et il va le faire très bien. Non mais sérieux, quand on va chez le médecin, on sort qu'avec une ordonnance pour traiter les symptômes. C'est-à-dire jamais on sort avec une ordonnance pour une radio, un scanner, une prise de sang, un examen complémentaire ou un avis chez un spécialiste. Non, c'est-à-dire on vient, on file des cachetons et on se casse. Non, bien sûr que non. On cherche des trucs aussi des fois, hein. On n'est pas complètement débile. À un moment, s'il y a des éléments qui nous montrent que c'est un petit peu plus suspect, on fait des investigations complémentaires. Vous savez, les examens complémentaires. On n'est pas non plus complètement con. Mais il pourra jamais deviner que c'est parce que tu t'enfiles un tas de soda dégueulasse et que ton corps est juste en train d'essayer de se débarrasser de toute cette merde que tu lui as infligée. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, sérieux? Je dis, ben non, bien sûr, on est trop con, on n'y a jamais pensé. Dis voir Jean-Michel, la prochaine fois, il faudrait qu'on demande aux patients ce qu'ils mangent, ça peut peut-être nous aider. Notre corps est une machinerie de ouf, avec un potentiel qui nous dépasse tous. Mais faut-il encore lui donner le bon carburant et être à l'écoute des petites défaillances? Oui, le corps humain est une machinerie de ouf. Mais petit élément qui devrait vous orienter sur le fait que les médecins et le corps médical soient au courant, il faut 10 ans pour former un médecin. C'est pas pour rien. Ensuite, est-ce qu'il nous dépasse? Ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, il me surprend tous les jours, mais il me dépasse pas. Alors oui, il faut être à l'écoute de l'organisme, mais il faut être aussi à l'écoute des gens qui sont spécialisés dans l'écoute de l'organisme et dans la lecture de l'organisme. Je veux dire, les médecins sont pas là juste pour prescrire des médicaments. Je veux dire, on se fait pas chier 10 ans sur les bancs de l'école pour juste prescrire des cachetons. Voilà, on fait d'autres choses aussi. On soigne les gens. Et pour finir, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à appréhender un phénomène, parce qu'il vous manque des éléments pour le comprendre, que le phénomène est forcément débile. Voilà Mouton Lucide, c'est à peu près ce que j'avais à répondre sur votre épisode. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais globalement, les idées principales, elles y sont. Donc si vous voulez venir en discuter, pas de problème, les commentaires sont ouverts à la discussion. On peut même trouver un espace de discussion en live pour venir s'expliquer. On vous a déjà proposé des espaces de discussion en live. Vous prenez pas, c'est pas mon problème. On vous l'offre. Disposez.
Et même, je vais faire un petit peu mieux. Vu que vous avez l'intention de naviguer un petit peu en France, eh ben, je vous invite à venir me voir. Je vous héberge à la maison et je vous amène à l'hôpital pendant une semaine. Je vous file une blouse, je vous mets à la consultation avec moi et je vous montre comment on fait de la médecine, comment on diagnostique, comment on étudie les symptômes et comment on prend en charge des malades. Voilà, ma porte vous est ouverte, vous faites ce que vous voulez. Et sachez que si vous avez des questions, je serai toujours prêt à vous apporter ce que je sais ou ce que la médecine peut savoir. Mais si vous arrivez avec des certitudes pour montrer qu'on est des gros cons, eh ben, ça va pas bien se passer. Donc à bon entendeur, restez lucide.